pas encore intervenu, vous prendrez la parole aussi une seconde. Donc des questions maintenant par rapport à différentes... Madame et puis monsieur. On va prendre plusieurs questions. Merci. J'avais assisté à une conférence du docteur Schwartz à Issy-les-Moulineaux il y a quelques années. Et à ce moment-là, il avait annoncé qu'il y avait un essai en cours à la Pitié-Salpêtrière pour vérifier les effets du traitement métabolique. Et je voulais bien savoir ce que ça avait donné. Voilà, parce que je... Merci. On va prendre trois questions et puis après on regroupe. Bonjour, ça s'inscrit dans la même question que madame. Vous évoquiez qu'il y a des recherches qui se font à Montréal. Quelles sont-elles et est-ce qu'il y en a d'autres ici ou ailleurs? Est-ce qu'il y a une troisième question? Oui, on va la prendre. Il y en a deux maintenant. Donc, oui, on va en prendre 4. Rapidement. Excusez-moi, c'était juste pour demander, excusez-moi Madame Müller-Brunn que j'adore, je n'ai pas compris, les politiques, ils sont normalement au service de la santé publique, du bien commun, et je n'ai pas compris, excusez-moi, hein, pourquoi on ne signe pas si c'est des communistes, je m'en fous, si c'est des socialistes, je m'en fous, excusez-moi, pour moi c'est important, et juste pour dire que par rapport à ce matin, ce n'est pas un accident ce qui s'est passé avec la crise Covid, les vaccins, ce sont des injections délétères. Ça a été prouvé par Kennedy, le neveu Kennedy, dans son livre Big Pharma, Bill Gates. Voilà. Non, mais intervenants. Tout ça n'était pas un D'accord. accident. Très bien. Merci, madame. Madame. Alors, c'est pas une question, mais c'est par rapport à ce que disait monsieur le premier. C'était sur l'évidence-based médecine. Pardon. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire sur l'évidence-based médecine, parce que c'est vrai que là, on est souvent en charge et à juste titre. Mais je ne sais pas si j'ai la possibilité. Vous savez que le Graal de l'évidence-based médecine, c'est la méthodologie Cochrane. Et je crois que beaucoup de gens qui s'en revendiquent n'ont jamais lu son ouvrage Efficiency and Efficiency de 1971, où il dit lui-même en introduction que ce qu'il a mis en place, c'est pour une partie de la médecine, mais qu'il y a une deuxième partie de la médecine. Donc il dit exactement. Mes deux indices sont très pertinents dans le premier cas pour les thérapies, on va dire, enfin, la médecine thérapeutique, mais ne le sont pas dans l'autre partie, qui sont les soins tendres. Alors c'est vraiment la traduction, les soins tendres et affectueux que le médecin doit apporter au malade. Et il dit, j'aurais encore besoin d'un autre indice pour ajouter un peu d'humanité à mon approche. Donc dans l'évidence-based médecine dont tout le monde se revendique, il y a cette nécessité d'être sur les deux jambes, les soins, la technique et l'humanisme. Et même Paracels, je sais, nous en pharmacie, on nous parle beaucoup de Paracels sur la dose, enfin, tout est poison, rien n'est poison, la dose fait le poison. Lui, il a dit quelque chose, ça m'a énormément, parce que dans toutes mes études et depuis le temps, on ne nous l'a jamais dit. Il parle en fait de quelque chose qui m'a un peu... il a dit, la cause principale de la guérison est l'amour. Et il parle de beaucoup de choses. Alors, ça fait un peu bizarre, hein, c'est un amour avec un grand A. Hein. Il parle de celui qui ne sait pas aimer, etc. Et il fait une très jolie... Qui imagine que tous les fruits mûrissent en même temps qui imagine que tous les fruits mûrissent en même temps, que les fraises ne sait rien des raisins. Et il dit en gros, il ne faut pas soigner tous les gens de la même façon parce que nous ne sommes pas tous de la même nature. C'est ça. Donc, ouais, très beau, très juste. D'où l'importance de la séméologie, qui est l'étude des signes cliniques, l'observation. J'avais un maître dans la médecine qui était tout simplement mon père, qui était chirurgien, et qui me disait, tiens-toi à la séméologie, à l'étude des signes cliniques, comme à un sacrement. C'est la première chose, c'est l'observation. C'est la clé. Alors, voilà. Donc, docteur Schwartz, tu as un micro? J'ai un micro. Puis après, il y a madame la sénatrice. Oui, les essais en cours. Vous m'entendez là? Oui, bon. Cette année, ou enfin 2023, on a donc répété les données sur le bleu de méthylène au Canada, à Montréal, pour vérifier que ce qui était écrit en 1906 était correct. Donc ça a été payé par la Fondation Guérir du cancer, qui maintenant est close. Et on a fait un deuxième travail, c'est d'essayer de mesurer cette pression électronique, donc de quantifier ces idées que les électrons sont responsables des maladies au CNRS à Bordeaux. Les données, les études d'il y a 10 ans ou à peu près
l'Institut du cerveau et de la moelle n'ont jamais été amenés au bout, n'ont pas été finis à l'époque. Les premiers essais, les premiers résultats étaient négatifs. C'est ça qu'on a repris à Montréal. Et à Montréal, on l'a fait sur des souris et ça a parfaitement marché. Voilà. Je vais juste revenir un tout petit peu entre les témoignages de malades et ce que j'ai essayé de vous dire. On est sur une dynamique extrêmement puissante. Et qu'au fond, nous, scientifiques, et moi, médecin en particulier, ne savons pas forcément maîtriser. Il y a une demande des malades qui est totalement ingérable, au sens médical, et il y a un savoir qui est relativement limité. Juste pour vous donner des choses élémentaires, je suis en train de réécrire un livre, parce que tous les 3 ans, j'aime bien écrire. Moi, chacun, c'est traits d'esprit. Mais l'histoire naturelle du cancer est une histoire mal connue. On sait par exemple que pour le cancer du sein, là il y a des données, il y a 300 femmes qui n'ont pas de cancer qui n'ont pas de chimio, qui n'ont pas de radiothérapie, qui sont traitées en Angleterre entre 1820 et 1900. Et il y a tout de même 40% de ces femmes qui sont en vie 4 ans après le diagnostic et 5% en vie 10 ans après le diagnostic, sans traitement. Et quand vous allez aux données plus précises des cancers du côlon, des cancers de la prostate ou ainsi de suite, quelle est au fond l'espérance de vie précise de ces gens avec ou sans traitement, vous n'avez pas les données. Elles ne sont pas là. Donc on est dans des brouillards multiples. Le brouillard numéro 1, c'est l'histoire naturelle de la maladie, qui est moins bien connue que ce qu'on imagine. Et deuxièmement, sur ces thérapeutiques modernes qui arrivent, quel est leur impact réel sur la survie des gens? Moi, je la crois majeure, mais je veux dire, tout ceci se démontre. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. 3 questions. Pour la leucémie et le lymphome, ça vaut le même traitement? Est-ce que le même traitement vaut pour la leucémie et le lymphome? Est-ce qu'il y a une autre question? Et le cancer des os. 3 questions. Oui, pour un jeune de 12 ans. Je tiens votre micro. Oui, je n'ai pas bien compris la réponse concernant les essais thérapeutiques. Au Canada, il s'est agi donc d'expérimentation sur l'animal. La question, c'est est-ce qu'il y a un essai selon les normes des essais, contrôlé, randomisé, du traitement, appelons-le Schwartz, ou métabolique général, en association avec un traitement classique versus comparé avec un traitement classique seul dans le cadre d'un essai randomisé. Il me semble, franchement, pour avoir ma pratique de cancérologue, que ça serait possible dans certains cas de façon très simple. En particulier dans les glioblastomes opérés, il y en a beaucoup en France, on pourrait quand même faire un tirage au sort, pas de traitement ou traitement standard versus la même chose, couplé à un traitement diététique ou cétogène. C'est vrai qu'il y a une imperméabilité de la médecine. Moi, j'avais lu il y a très longtemps, je pense avant 2018, dans Medical Hypothesis, l'histoire d'un cas de glioblastome qui avait régressé avec le régime cétogène, fait par des Indes. J'ai donné ça à mes collègues et mes copains, qui étaient des gens charmants, qui faisaient la radiothérapie des glioblastomes, qui avaient une énorme expérience. Ils m'ont dit, tu déconnes, tu rigoles, arrête. Voilà. Donc il y a ça, mais on peut aussi espérer un jour un essai bien conduit. Et est-ce que ça, c'est en cours? Ça ne veut pas dire que des histoires telles qu'elles ont été décrites ne sont pas significatives, mais il faut quand même un essai thérapeutique pour franchir un pas majeur. Voilà, le pur esprit scientifique, ce qui est vrai. Est-ce qu'il y a encore une 3e question? Non, madame, s'il vous plaît, on va juste rester sur les questions techniques. Non. Attends, d'abord celle-ci. Oui, après. Non, mais attends. Bon, je vais essayer de répondre. Je ne peux pas donner des réponses précises pour des cas précis. C'est hors de mon pouvoir, c'est hors de mes compétences. L'idée qu'on a tous, c'est-à-dire les scientifiques, c'est qu'il n'y a qu'une seule forme de cancer.
Alors c'est contraire à ce que l'on nous dit partout, où on a subdivisé en cancer d'un certain type, d'un certain grade, de certaines anomalies. Pour nous, il n'y a qu'une seule forme de cancer, avec probablement le traitement qui est le même. Les essais thérapeutiques, c'est pour ça que moi je suis là, c'est pour ça que je viens. On a démontré chez la souris que ça marchait, mais la souris, c'est une souris, et on préférait démontrer quelque chose chez les bipèdes, c'est-à-dire des gens comme vous et moi. Mais ça, pour l'instant, on sait ce qu'on veut, les essais sont relativement simples. Mireille, qui était passée par là, je ne sais plus où elle est passée là-bas, avait calculé qu'il fallait entre 20 et 40 malades pour faire un essai qui ait du sens. Ce n'est pas le bout du monde. Et jusqu'à présent, moi, je n'ai pas été capable d'organiser ça pour des raisons qui me dépassent. Mais si, tous ensemble, dans ce lieu prestigieux de la République française, on est capable de débloquer ça, ça serait génial. Je suis convaincu personnellement que les histoires des malades ne sont pas des histoires farfelues, mais sont une vérité. Maintenant, à nous de le démontrer. C'est l'étape suivante. Et j'aimerais bien que Madame la sénatrice ou Mesdames les sénatrices puissiez nous aider à cela. Voilà. Nous sommes encore preneurs de questions. Oui, une, deux. Attendez, je vais juste prendre la dame parce que je crois qu'elle est... Juste une question, le docteur Mouisset à Aix-en-Provence a ouvert un centre et je voulais justement savoir, comme il ne voit que des cancéreux, est-ce qu'il a entrepris des études et est-ce que justement on ne pourrait pas être en contact avec lui, parce que je sais que c'est très actif et très ouvert, donc ce serait intéressant de travailler avec lui et de voir avec lui s'il veut faire quelque chose. Merci. Pardon. Oui, c'est une suggestion, enfin une remarque. Mon fils est un jeune cancérologue qui a été diplômé il y a 2 ans et demi. Il est en cours de thèse de sciences dans un laboratoire d'immunologie actuellement. Et ce qu'il me dit, c'est que les études qui sont faites à l'hôpital sont pratiquement conduites par l'industrie pharmaceutique qui finance, et qu'il n'y a pas de financement pour faire des études sur le régime cétogène, par exemple. Et voilà. Donc c'est un problème de financement, de volonté forcément politique et de rivalité entre l'industrie pharmaceutique qui veut effectivement étouffer toute forme de thérapeutique alternative. Pardon. Est-ce qu'il y avait encore juste quelqu'un d'autre qui voulait... Voilà, pour l'instant. Dans le même ordre d'idée, quels sont les retours que vous avez de la part de vos collègues qui travaillent sur les thérapies ciblées et sur la génétique ? La thérapie ciblée, quand c'est possible, c'est génial. Hein, ça marche, c'est relativement peu d'effets secondaires. C'est un vrai progrès de façon indiscutable. Voilà. Moi, je crois à la volonté humaine. Je crois que d'une certaine façon, on est là, ici. Les essais peuvent se débloquer. Ça coûte au fond pas très cher de mettre des gens sous régime cétogène et de leur faire prendre du bleu de méthylène à 2 € le kilo, même si les vendeurs de bleu de méthylène se sucrent au passage. Mais on parle de budget en dizaines de milliers d'euros. On ne parle pas de budget en millions d'euros. Et quelque part, c'est notre responsabilité, nous, fonctionnaires, aussi de faire que ces choses se fassent. Et moi, je suis très demandeur d'une forme d'aide pour que ça bouge. Je vous remercie. Vous acceptez de prendre la parole ? Vous acceptez de prendre la parole ? Juste un peu. Vous posez une question, je réponds. J'ai pas de question. Non, mais je peux ? Oui. Ah, pardon. Je vais poser une petite question, peut-être qui va sembler naïve. C'est que dans un pays comme la France, alors bien sûr qu'on a une influence extrême des lobbies pharmaceutiques, industriels, militaires, tout ça, enfin, on connaît. Mais je veux dire, pour ce genre d'études, est-ce qu'on ne peut pas trouver des mécènes ou des gens de bonne volonté qui pourraient, comme on vient de l'entendre, financer quelque chose qui n'est pas si insurmontable que ça ? J'ai du mal à croire qu'on ne puisse pas y arriver. Alors, Madame.
Pardon, je vais vous répondre assez naïvement. Ça fait 20 ans qu'on fait de la recherche clinique au CHU. Enfin, ils en font depuis plus longtemps, mais moi, je suis impliquée dedans. Il y a 20 ans, la doctrine, c'était qu'on faisait de la recherche académique, on n'avait pas de conflit d'intérêts, que l'industrie était tout à fait légitime pour faire ses essais, et que dans un CHU avec la faculté, on était légitime pour faire un autre type d'essai. Maintenant, il y a une doctrine qui est que c'est mieux de faire du public-privé. Depuis 2017 et la loi Jardin, c'est devenu un enfer de faire de la recherche clinique. C'est-à-dire qu'en gros, avant, on pouvait faire de la recherche clinique avec des bonnes idées dans un service de soins. Bien sûr, on passait par les CPP, etc., les comités de protection des personnes. Mais voilà, on en faisait entre l'idée et le moment où on pouvait commencer, il pouvait se passer 6 mois. Maintenant, au bout de 2-3 ans, on n'y arrive pas. Et on est, alors c'est pour rebondir sur ce que disait le professeur Toubiana tout à l'heure, il y a des choses qui sont incompréhensibles, des études simples, sans danger, pas invasives, intéressantes, pas coûteuses. On n'a ni les autorisations, ni 1 euro pour commencer. Les idées, les protocoles, elles sont dans les boîtes. On ne peut pas les mettre en œuvre. Et donc, en 20 ans, j'ai vu vraiment cette doctrine de l'innovation académique complètement bouffée. Je suis désolée de le dire comme ça. Et nos premiers freins, ils ne sont pas que financiers, ils sont réglementaires. Donc, ça se joue au niveau du politique pour moi. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Encore? Pardon? Monsieur Toubiana, vous souhaitez dire quelque chose? Ah oui. Monsieur Schwartz, vous avez les volontaires pour entamer un protocole. Ce qui vous manque, c'est l'argent, ou il vous faut des volontaires aussi. Moi, ça fait 6 ans que d'un cancer de la prostate, stade 1, je suis passé en stade 2, je suis revenu en stade 1, sans opération, et j'applique le traitement métabolique, de temps en temps un jeûne intermittent, comme aujourd'hui, ce midi, et le bleu de méthylène. Donc, en gros, est-ce que vous cherchez un panel de volontaires pour être encadrés bien selon votre souhait? Un essai thérapeutique, c'est un processus légal extrêmement encadré, et c'est pas une horde de volontaires qui ont envie de garder leur prostate. Que je comprends très bien, mais malheureusement, ça marche pas. On préférerait que tout puisse se faire. Moi, je suis impressionné par le papier de Jacobi que je vous ai montré en 1906, parce que à l'époque, le fait de prendre du bleu de méthylène, qui est une teinture, puisse se faire aussi facilement. Il n'y avait pas du tout de contraintes juridiques à l'époque. Et les médecins disent les uns et les autres que ça marche. Et je suis triste d'une certaine façon que cette époque soit passée. D'une certaine façon, les contraintes juridiques sont devenues étouffantes, et nous le savons tous ici. Mais elles existent, c'est la loi, et on ne peut pas déroger à la loi. Alors, madame. Merci, pardon. Oui, une question par rapport à la sensibilisation des oncologues, parce que je suis moi-même suivie à Curie, et j'ai parlé du traitement Schwartz que je prends de moi-même, sans avoir connu le docteur Schwartz, mais par une amie qui le connaît. J'en ai parlé à mon oncologue qui m'a dit « mais je ne comprends pas, vous êtes intelligente, pourquoi vous faites ça? Il n'y a pas d'études. » Alors comment les sensibiliser, tous ces formidables oncologues qui passent des commissions et qui ne sont pas capables d'écouter le désir du patient de se prendre en main autrement, parce que j'ai été suivie, je suis suivie à Curie depuis 2019, après opération, chimio et radiothérapie, hormonothérapie, et au bout de 3 ans, récidive métastatique. Donc, j'ai accès à la thérapie ciblée, qui est a priori formidable, comme vous dites, parce que en parallèle avec le traitement métabolique, les marqueurs baissent énormément. Il faut vérifier tout ça après, mais voilà, moi, j'aimerais arriver à convaincre mon oncologue
à essayer de m'écouter et c'est très difficile. Donc comment vous, sachant et professionnels, on peut arriver à instiller cette information et de les ouvrir un petit peu à autre chose? Alors, il y a encore d'autres questions. On va prendre plusieurs questions. Madame. Alors moi, j'ai eu connaissance des travaux de Laurent Schwartz, non pas par rapport au cancer, mais par rapport à la dégénérescence sénile. J'ai un papa de 83 ans. J'ai vu ses facultés de baisser, je l'ai pris à la maison. J'ai cherché comment le stimuler, comment faire, puisqu'en discutant avec son médecin traitant, il est apparu qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, si ce n'est que effectivement la stimulation sociale et donc la stimulation à la maison. Je connais Mireille Suma qui m'a fait part des travaux de Laurent Schwartz et je me suis rendu compte qu'effectivement avec le bleu de méthylène, il y avait peut-être quelque chose à tenter. Du coup, je suis allée à ma pharmacie, j'habite dans un village près de Coulommiers. Pas de souci, j'ai eu des gélules de bleu de méthylène au dosage qui avait été préconisé et j'ai vu effectivement très vite, en moins de 15 jours de temps, le pipi bleu, mais aussi surtout mon papa se réveiller et mon papa être capable de nouveau de faire du bricolage, ce qu'il n'arrivait plus à faire. Maintenant, depuis plus d'1 an, c'est impossible d'avoir du bleu de méthylène. Et j'aimerais comprendre pourquoi, puisque du coup mon père ne bénéficie plus de ce traitement qui ne coûtait pas cher, qui m'était facile d'avoir par la pharmacie. J'ai essayé d'en parler avec son médecin traitant qui m'a rionné. Pour elle, ça a un effet presque magique, on va dire. Elle ne m'a pas prise au sérieux. À la pharmacie, eux sont bien conscients que ça a de l'effet, mais ils ne peuvent plus m'en fournir. J'aimerais comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a encore des questions tout de suite? Non, on va peut-être... Hein? T'as pas de micro? Quoi? Ça rejoignait la question que je voulais poser, parce que j'ai des personnes qui sont atteintes de maladies, de troubles neurodégénératifs, et je voulais savoir si ça pouvait être une piste pour elles. Voilà, c'était une question. Les problèmes d'obtention du bleu sont un vrai sujet. D'abord, vous avez du bleu de différentes qualités. Vous avez du bleu que vous trouvez sur Amazon, dont la propreté n'est pas évidente. C'est du bleu industriel. Et puis le bleu pharmaceutique se vend en bulk de l'ordre de 1 000 à 2 000 euros le kilo, d'après ce que m'ont dit les pharmaciens. Alors que le bleu industriel est à l'ordre de 2 euros le kilo. Et d'une certaine façon, c'est devenu de plus en plus difficile de le récupérer en France. Sur ordonnance, à Paris, c'est possible. Alors après, bleu et maladies neurodégénératives, si vous avez il y a un serveur qui s'appelle Google Scholar qui vous donne des publications scientifiques. Et si vous tapez bleu de méthylène et n'importe quelle maladie, vous voyez sortir des essais positifs. Tout ceci parce que ce que j'avais essayé de vous dire, c'est que dans l'ensemble des maladies, vous avez de la fermentation, vous avez de la fabrication de biomasse. Dans une cellule cancéreuse se divise en deux, c'est de la biomasse. Et dans l'Alzheimer, c'est des dépôts, des plaques amyloïdes, des choses comme ça. Mais c'est le même principe à la base. Donc moi, je ne serais pas surpris, mais j'en ai pas d'expérience personnelle, que le bleu puisse marcher dans des pathologies comme la maladie de Charcot et où les démences et ce genre de choses. Mais je ne suis pas neurologue, je ne suis pas compétent, mais sur le papier, il y a une vraie chance que ça puisse marcher sur des pathologies sur lesquelles on n'a pas de traitement. On a commencé à microdose avec Laurent de s'occuper de Lyme chronique. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que il y a quand même une neurodégénérescence. Et moi, je trouvais que les Lyme chroniques ressemblaient beaucoup à ce qu'on appelait les Covid longs et les Covid post-injection. Et donc, je pense que le début de la recherche ne fait que commencer. Merci, Laurent. Voilà, je vais poser une dernière question à Madame Georgina Dufoy.
avec qui nous avons beaucoup échangé à l'heure du déjeuner, qui garde une fougue et une vigueur intéressantes. Et elle a tenu quelques propos provocateurs. Et donc, je vous demande, qu'est-ce que vous pensez de cette réunion? Je me demandais où serait la question. D'abord, ma question, c'est un grand bravo à Madame la sénatrice, à Mesdames les sénatrices, puisqu'il y en a au moins 2 de courageuses qui sont venues, et à leurs équipes, parce que vraiment, le boulot qu'ils ont fait est formidable. Formidable. Et puis, merci bien sûr à toute l'équipe de Laurent Schwartz. Bon, moi, je suis là par hasard. Je suis là par hasard et très, très contente d'avoir été là. Parce que j'ai entendu depuis ce matin, d'abord, je ne me suis pas ennuyée une seconde. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne me suis jamais endormie. J'ai trouvé que tout était intéressant et tout était d'un très haut niveau. Et un haut niveau qui ne jouait pas à être dans les limbes, mais qui jouait à être dans la réalité. Et ça, c'est magnifique. Donc vraiment, je crois que cette journée, pour moi, dans tous les cas, elle a été remarquable. Remarquable parce que personne ne s'est pris la tête. Remarquable parce que tous les intervenants étaient d'une très très grande qualité. Et remarquable parce qu'on a envie d'aller plus loin. Enfin, quand moi j'ai envie d'aller plus loin. Je ne sais pas où je peux être utile, mais je serais très heureuse de l'être. Je peux l'être de 2 façons. Quand je dis je, c'est parce que c'est un jeu qui est collectif. Parce que j'ai un cancer du sein. Et j'ai la chance, le grand privilège, d'avoir eu un mari, qui est donc l'homme qui partage ma vie depuis 60 ans, et dont je partage la sienne depuis 60 ans, qui a eu un cancer il y a 32 ans, un cancer considéré comme inguérissable, et qui, par la grâce de Dieu, a été guéri, complètement guéri. Donc, il n'a pas... je sais que le processus de guérison du cancer, même le plus compliqué, existe. Quand j'ai eu le privilège, je le mets entre guillemets, d'avoir moi un cancer, je me suis dit, ce coup-là, il ne faut pas le louper parce que je n'engage que ma propre vie, ma vie de personne d'autre. Et donc, je vais essayer. Je me dis, alors, la chimio, non. La radio, non. Alors, qu'est-ce qui reste? L'immunothérapie, je ne connaissais pas. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et de fil en aiguille et d'aiguille en fil, je suis arrivé au protocole de Laurent Schwartz, que je prends en ce moment depuis 2 mois et demi, donc je ne peux pas du tout dire quel est le résultat final, mais dont je suis très contente pour 2 raisons. La première, c'est qu'il m'a obligé, et ma tête me l'a permis, et je voulais répondre à madame par rapport aux hommes de 83 ans qui pas là, une stimulation de la tête, évidemment. Je parle pour vous aussi. Hein. Je fais des trucs que j'aurais jamais fait avant. Mais je vais vous dire, ils ne sont pas très, très extraordinaires. J'ai fait le ménage à fond de ma maison. Ce que je n'avais pas fait depuis très très longtemps. Alors ça peut vous paraître simple, mais quand vous voyez la poussière qui tombe, si vous n'avez pas la pêche, vous la laissez. Et ça faisait quelque temps que je n'avais pas la pêche du tout. Voilà, j'avais plus envie de le faire. Première chose. Deuxième chose, je n'ai pas d'effet négatif. Et ça, après 2 mois et demi, j'ai 80 ans cette année, donc après 2 mois et demi d'un organisme de 80 ans, s'il y avait des choses très négatives, je crois que je les aurais déjà vécues en partie. Peut-être sur le foie, il faut que je vérifie, j'ai peut-être mon foie qui n'est pas très très content. Et ça, je ne sais pas très bien qu'en faire, il faudra le voir plus tard. La tumeur n'a pas augmenté, elle n'a pas diminué pour le moment. Donc, je ne suis pas capable de dire tout ce que vous venez de dire là, en ce moment. Mais je serais très heureuse si je peux être utile à la suite des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel espoir chez nos contemporains de la vie actuelle, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs, il y a un tel espoir que vraiment, enfin, je sais pas, moi je me sens attirée par cet espoir. Et y répondre d'une façon, comme vous avez répondu toute la matinée, ouf, ça veut dire que c'est possible. Vous avez répondu comment? Vous avez répondu sans agresser les autres. On a bien entendu des critiques, mais les critiques étaient respectueuses de ceux qui font autrement. Les critiques n'étaient pas frustrées et agressives. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment important. Ensuite, les analyses étaient des analyses, ce n'étaient pas des visions fumeuses. C'était vraiment des analyses sur un certain nombre de sujets pour la quasi-totalité des intervenants.
ouf. On était chez des gens qui, visiblement, avaient dépassé le problème. Moi, j'ai trouvé que nous sommes un groupe qui... Hein, il n'y a pas du tout de journaliste non plus, hein, je me méfie quand même. Moi, je me suis payé 7 ans d'accusation sur le sang contaminé, donc je sais à quel point ça peut être difficile. Mais s'il n'y a pas de journaliste, du moins, qui ait envie de démolir... Ah si, vous êtes un peu journaliste. Oh, bon, alors je vais le dire malgré eux, parce que je trouve qu'ils ont l'air d'être ça. J'ai le sentiment qu'on n'est pas très loin de trouver quelque chose de vrai et de solide. Et l'analyse à partir de la cellule, moi, je la trouve juste. Ce qui s'est passé dans le corps de mon mari, c'est une guérison totale il y a 30 ans. Il s'est bien passé quelque chose dans le processus de ces cellules. Enfin, donc c'était un processus relativement simple. Ce n'est pas des trucs très très compliqués. Donc je suis sûr que cette analyse est juste. Je suis sûr. Hein. C'est très, très personnel. Premièrement. Deuxièmement, l'espoir est tellement grand. Il nous dépasse tous, quoi. L'espoir des gens de ne pas avoir une trouille pas possible d'attraper un cancer, quoi. C'est cette trouille-là qui est tragique. Imaginez qu'on puisse... que les gens aient un petit espoir qui naisse. Imaginons. Vous vous rendez compte? Et ça change complètement la trouille. Ça change complètement la mainmise de l'esprit de peur sur tout le monde. Et pourquoi moi j'ai eu cette chance? Je n'ai pas eu l'esprit de peur. Merci Seigneur, mais aussi merci à mon mari qui depuis 30 ans me montre qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. J'ai cette expérience qui n'est pas très fréquente. Mais j'ai pas peur. Voilà. C'est comme ça. Quelle chance, mais quelle chance. Bon, à part merci, il n'y a rien à dire, quoi. Et j'espère que pour nos contemporains, ils pourraient avoir une petite bribe de cette chance-là. Et ça, je crois que dans l'équipe de Laurent Schwartz, il y a cet espoir. Mais alors, évidemment, il faut l'asseoir. Sur quoi? On a peut-être assez d'argent pour faire des essais. Ça ne doit pas être quand même la mer à boire. Encore faut-il qu'il y ait des gens qui veuillent bien faire les essais. Et est-ce que le problème, il n'est pas simplement là? Il n'est pas simplement que certains oncologues un peu barges acceptent ça, et il en faudrait, et il y en a. Il y a plus d'oncologues ouverts qu'on ne le croit. Est-ce qu'il y a suffisamment de patients qui sont prêts à faire ça? Pourquoi pas? Moi, je crois que notre boulot, nous collectif, aujourd'hui, il est ça, il essaie de faire sortir 40 personnes. Moi, je veux bien en être, hein, je suis tout à fait... J'ai un cancer, il est clairement visualisé, etc., etc., etc. Et j'ai rien fait d'autre que le processus Schwartz. Donc, je suis propre d'autre chose, quoi, pour le moment, grâce à Dieu. Mais enfin, si on pouvait sortir, nous, 30 ou 40 personnes capables de faire un essai d'analyse, ça ne me paraît pas hors de nos possibilités. Et après ça, il faut financer. Ça, c'est pas tragique. Évidemment, il ne faut pas compter sur les labos pour le faire, ça, c'est certain. Mais bon, on peut peut-être trouver le truc. C'est pas impensable. C'est pas impensable. Alors, sommes-nous capables de le faire ou pas? J'en sais trop rien. Je le souhaite. Merci infiniment, Madame la Ministre.